Avez-vous déjà remarqué ce phénomène troublant sur les vieilles photos de famille? Pourquoi votre grand-père à 30 ans ressemblait-il à un homme de 50 ans aujourd'hui? Ce n'est pas une illusion d'optique, ni un tour de notre mémoire qui nous joue des mauvais tours. Il existe des raisons scientifiques, historiques et culturelles très précises qui expliquent pourquoi nos parents et grands-parents paraissaient tellement plus âgés que leur âge réel. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour comprendre ce mystère fascinant qui hante chaque album photo familial. Nous allons découvrir ensemble les véritables causes de ce vieillissement prématuré qui touchait toute une génération de Français entre les années 50 et les années 90. Le tabac omniprésent dans chaque instant de vie. La fumée bleue envahissait absolument tous les espaces de la vie quotidienne française, des salles de classe aux cabinets médicaux. En 1960, plus de 72% des hommes français fumaient quotidiennement leur gauloise bleue ou leur gitane sans filtre. Les femmes n'étaient pas en reste puisque 45% d'entre elles allumaient leurs cigarettes sans la moindre culpabilité. Les médecins fumaient en consultation tout en auscultant leurs patients, spectacle surréaliste qu'on imagine difficilement aujourd'hui. Les instituteurs tiraient sur leurs cigarettes dans la cour de récréation, parfois même dans la salle des professeurs attenantes aux classes. Les femmes enceintes fumaient tranquillement sans que personne ne songe à leur faire la moindre remarque déplacée. Le rituel du café-clope rythmait chaque matin de la France laborieuse, ce geste automatique en arrivant au bistrot du coin. Les cendriers débordaient sur chaque table de chaque foyer, accessoire décoratif aussi banal qu'un vase de fleurs séchées. La nicotine accomplissait son travail destructeur sur les visages sans que personne ne comprenne vraiment les mécanismes biologiques en jeu. Les rides péribuccales creusèrent les contours des lèvres, ces sillons caractéristiques des fumeurs qui se gravaient dès la trentaine. Le teint grisâtre trahissait des années d'inhalation quotidienne, cette pâleur maladive que les photos en noir et blanc accentuaient encore davantage. Les doigts jaunis par le tabac serraient les verres de vin dans les banquets familiaux, stigmates visibles d'une addiction généralisée. La Ceyta détenait le monopole d'État sur cette drogue légale, les paquets bleus s'empilaient dans tous les bureaux de tabac de France. Personne n'imaginait alors que chaque bouffée volait littéralement des années de jeunesse sur les visages de toute une nation. Les vêtements qui ajoutaient 20 ans instantanément, la mode française d'après-guerre n'avait absolument rien à voir avec notre conception moderne du style décontracté et rajeunissant. Les hommes portèrent des costumes en laine épaisse même au cœur de l'été. Cravates serrées et cols amidonnés qui transformaient les trentenaires en patriarches. Le bleu de travail habillait les ouvriers et les artisans, cette toile raide qui donnait à chaque homme l'allure d'un vieux briscard de l'usine. Les femmes enfilèrent leurs gaines et leurs corsets dès le lever. Ces armatures inconfortables qui sculptaient les silhouettes selon des codes rigides. Les tabliers en nylon à carreaux Vichy couvraient les robes des ménagères, uniformes domestiques qui effaçaient toute trace de féminité juvénile. Les fichus noués sous le menton vieillissaient instantanément les visages des femmes, accessoires obligatoires pour sortir faire les courses au marché. Le béret basque coiffait les hommes de tous âges, du jeune apprenti au retraité, impossible de distinguer les générations sous ce couvre-chef universel. Les chaussures lourdes, en cuir, épais, alourdissaient les silhouettes. Ces paraboutes ou ces brodequins qui écrasèrent les démarches. La notion de mode jeune n'existait tout simplement pas avant le milieu des années 60, les adolescents s'habillaient exactement comme leurs parents. Le dimanche imposait le costume 3 pièces pour les hommes et la robe sage pour les femmes, tenue de cérémonie même pour une simple messe. Les tricots faits main grattaient les peaux sensibles, ces pulls en laine brute que les grands-mères confectionnaient pendant les longues soirées d'hiver. Chaque vêtement racontait une histoire de rigueur sociale où paraître jeune aurait été considéré comme une forme d'immaturité suspecte. Les coiffures qui transformaient les jeunes en anciens. La mise en pli hebdomadaire chez le coiffeur de quartier constituait un rituel incontournable pour toutes les femmes françaises respectables. Les permanentes d'armes serrées transformaient les chevelures souples en casques rigides, ces boucles artificielles qui ajoutaient 15 ans d'un coup de bigoudi. Les salons Jacques Dessange et Jean-Louis David n'existèrent pas encore. On allait chez Ginette ou chez Paulette au bout de la rue. La laque Elnett figeait les coiffures dans des architectures immuables. Impossible de passer la main dans ces constructions capillaires solidifiées. Les femmes dormaient avec leurs filets à cheveux pour préserver ces mises en forme laborieuses, sacrifices nocturnes au nom de la respectabilité. Dès qu'une femme se mariait ou atteignait 25 ans, elle adoptait automatiquement une coupe courte jugée plus convenable pour son nouveau statut. Les hommes les portaient de leurs cheveux courts et plaqués en arrière avec de la brillantine, roja ou du pento, aspect luisant qui accentuait les calvities naissantes. L'arrêt sur le côté dessinait une ligne stricte sur chaque crâne masculin.
Pas question de fantaisie ou d'originalité personnelle. Les cheveux longs chez un homme signalaient un artiste, un marginal ou pire encore, un révolutionnaire qu'il convenait de surveiller de près. Le passage chez le coiffeur imposait cette coupe réglementaire que portaient identiquement les fils, les pères et les grands-pères. Les cheveux blancs ou gris n'étaient de jamais teints, acceptés comme une marque naturelle du temps qui passe dignement. Cette uniformité capillaire effaçait les différences d'âge. Un homme de 30 ans ressemblait étrangement à son propre père au même âge. Le soleil qui gravait les années sur les peaux, la Côte d'Azur attirait les Français en quête de bronzage intense, ces vacances au bord de la Méditerranée où l'on rôtissait sans protection. L'huile, ambre solaire, servait uniquement à accélérer le bronzage. Aucune notion de protection contre les rayons ultraviolets n'existait alors. Le monoï de Tahiti parfumait les plages de Saint-Tropez et de Cannes, ce produit exotique qui transformait les peaux en cuir tanné. Les paysans et les vignerons passaient leurs journées entières sous le soleil de Provence, sans chapeau ni crème protectrice. Les pêcheurs bretons affrontaient les embruns et les rayons réfléchis par la mer. Leurs visages burinés racontaient des décennies d'exposition. Les maraîchers des marchés installaient leurs étals en plein air. La peau de leurs mains et de leurs visages témoignait de cette vie au grand air. Le bronzage profond représentait un signe de bonne santé et de vitalité. Quelle ironie quand on connaît aujourd'hui ces effets dévastateurs. Les taches brunes apparaissaient dès la quarantaine, ces marques solaires que personne ne songeait à faire disparaître. Les rides profondes creusaient les fronts et les joues des travailleurs extérieurs, cartographie impitoyable de leurs années passées dehors. Cette texture parcheminée de la peau vieillissait prématurément des millions de Français qui ignoraient tout des mécanismes du photovieillissement. Les colonies de vacances emmenaient les enfants au bord de la mer sans aucune protection. Coup de soleil violent qui préparait les rites futurs. Chaque été au camping ajoutait son lot de dommages invisibles qui se révéleraient des décennies plus tard sur les visages marqués. L'alimentation qui privait les corps de vitalité. Les tickets de rationnement ont marqué la France jusqu'en 1949, 4 années après la fin de la guerre. Les carences nutritionnelles de cette période ont laissé des traces durables sur les organismes qui ont grandi dans cette pénurie. Le régime quotidien tournait autour des pommes de terre, du pain, des poireaux et du chou, monotonie alimentaire qui privait les corps de nutriments essentiels. Les oranges constituaient un cadeau de Noël exceptionnel. Les enfants découvraient ce fruit exotique, une fois par an, dans leurs souliers. Les légumes bouillis pendant des heures perdaient toutes leurs vitamines. Cette cuisine française traditionnelle qui détruisait les bienfaits des aliments. Le poisson frais restait un luxe réservé aux habitants des côtes. Les Parisiens se contentaient de conserves saupiquets ou casse-grains. Le bouillon cube parfumait les soupes du soir, ce cube magique qui remplaçait les vrais fonds de cuisine impossibles à préparer. Le vin rouge accompagnait chaque repas, même pour les enfants qui en recevaient quelques gouttes coupées d'eau dans leur verre. Les vitamines C, D et E manquaient cruellement dans cette alimentation restreinte, carence qui affectait directement l'éclat de la peau. Les oméga 3 essentiels pour l'élasticité cutanée brillaient par leur absence totale dans les assiettes quotidiennes. Le beurre et le fromage apportèrent des graisses saturées en excès, déséquilibre nutritionnel qui fatiguait les organismes prématurément. Cette génération a littéralement vieilli plus vite parce que son alimentation ne fournissait pas les éléments nécessaires au maintien de la jeunesse cellulaire. Le travail physique qui usait les corps. Les mines du Nord engloutissaient des milliers d'hommes qui remontaient si vieillis après 15 années passées sous terre. La silicose rongeait les poumons des mineurs de Laon et de Douai, cette maladie professionnelle qui courbait les dos avant 40 ans. Les usines Renault et Peugeot imposaient des cadences infernales, les chaînes de montage épuisaient les ouvriers debout pendant 10 heures. Les chantiers navals de Saint-Nazaire forgeaient des hommes aux mains calleuses et aux visages marqués par l'effort permanent. Les femmes ne connaissaient aucun répit dans leurs tâches domestiques accomplies sans l'aide des appareils électroménagers modernes. Les lessives se faisaient à la main dans les lessiveuses en zinc, ce travail épuisant qui rougissait les mains et courbait les échines. Le fer à repasser fonctionnait au charbon. Il fallait le réchauffer constamment sur le poêle Godin qui trônait dans la cuisine. Les courses quotidiennes se faisaient à pied, avec des cabas lourds, pas de voiture familiale ni de supermarché de proximité. Les femmes portaient 4, 5 ou 6 enfants, chaque grossesse laissant des traces indélébiles sur leur corps fatigué. Le ménage exigeait de frotter les sols à genoux, de battre les tapis dans la cour, de cirer les parquets à la paille de fer.
Les escaliers des immeubles haussmanniens, sans ascenseur, épuisèrent les habitants qui montaient et descendaient plusieurs fois par jour. Cette vie physiquement éreintante inscrivait la fatigue sur les visages, les cernes et les rides, témoignant de cette usure quotidienne. La médecine primitive qui laissait vieillir, les médecins de campagne arrivaient à cheval ou en vélo pour visiter leurs patients isolés dans les fermes reculées. La sécurité sociale venait tout juste d'être créée en 1945. L'accès aux soins restait problématique pour beaucoup. Les dentistes pratiquaient essentiellement des extractions. Les dentiers remplaçaient les vraies dents dès la trentaine chez de nombreux Français. Ces prothèses primitives modifiaient la forme des visages, les joues se creusaient et les mâchoires perdaient leur structure naturelle. Les crèmes de beauté se limitaient au Cold Cream Ponds et à la crème Nivea dans sa boîte bleue iconique. Aucun sérum anti-âge, aucun rétinol, aucune protection solaire efficace, les femmes affrontèrent le temps sans armes cosmétiques. Les hommes n'utilisaient strictement rien sur leur visage hormis le savon de Marseille et l'eau froide du robinet. L'idée même de prévenir le vieillissement cutané aurait semblé parfaitement ridicule et terriblement vaniteuse. Les maladies chroniques, comme l'hypertension ou le cholestérol, n'étaient ni dépistées ni traitées correctement. Le stress accumulé ravageait les organismes sans que la médecine ne propose de solution pour en atténuer les effets. Les accouchements à domicile comportèrent des risques considérables, les femmes vieillissaient brutalement après chaque naissance difficile. Cette médecine balbutiante laissait les corps affronter seuls les assauts du temps sans aucune aide scientifique efficace. Les traumatismes de guerre gravés sur les visages. La Seconde Guerre mondiale avait laissé des cicatrices profondes dans les âmes de millions de Français qui avaient survécu. L'occupation, les bombardements, les déportations et les privations avaient marqué durablement une génération entière traumatisée. Les prisonniers de guerre revenus des stalags allemands portaient sur leurs traits les stigmates de années de captivité. Les veuves de guerre élevaient seules leurs enfants, ce fardeau de responsabilité creusant des rides précoces sur leur front. La guerre d'Algérie envoyait les jeunes, appelés du contingent, affronter des horreurs qu'ils n'oseraient jamais raconter à leur famille. Ces hommes revenaient de vieillis, le regard éteint, portant en silence des traumatismes que personne ne savait alors nommer ni soigner. Les pieds noirs, rapatriés en 1962, débarquaient en métropole avec pour seul bagage leur désespoir d'exilés. Le stress chronique de la survie quotidienne pendant les années de guerre avait épuisé les organismes prématurément. Les cheveux grisonnaient dès la trentaine chez ceux qui avaient vécu les pires heures de l'histoire contemporaine. Les rides d'expression trahissaient des années d'inquiétude permanente, de peur sourde et de deuil successifs. Cette génération sacrifiée portait littéralement sur ses visages le poids des épreuves historiques qu'elle avait traversées. Leurs photographies ne montrent pas des gens âgés, mais des survivants usés par des vies infiniment plus dures que les nôtres. Les codes sociaux qui interdisaient la jeunesse. Paraître jeune était considéré comme un manque de sérieux, une forme d'immaturité incompatible avec les responsabilités adultes. Le mariage transformait instantanément les jeunes époux en personnes respectables qui devaient adopter l'apparence de leurs aînés. Les hommes de 25 ans portèrent déjà les mêmes costumes que leurs pères, cette transmission vestimentaire effaçant les générations. Les femmes abandonnaient toute coquetterie juvénile dès la naissance de leur premier enfant, le statut de mère imposant la sobriété. Le vouvoiement généralisé maintenait des distances sociales qui se reflétaient jusque dans les apparences physiques adoptées. Les enfants passaient directement au statut d'adulte sans cette période intermédiaire que nous appelons aujourd'hui l'adolescence. Un jeune homme commençait à travailler à 14 ans et devenait instantanément un adulte avec les responsabilités correspondantes. Les loisirs et les divertissements restaient limités, la vie se résumait au travail, à la famille et aux obligations sociales. Le dimanche, à l'église imposait une tenue irréprochable, ce rituel hebdomadaire où chacun exhibait sa respectabilité vestimentaire. Sourire sur les photographies était considéré comme inconvenant, les visages figés dans des expressions sérieuses accentuaient cette impression d'âge. La photographie qui accentuait chaque défaut. Les appareils photographiques de l'époque produisèrent des images en noir et blanc, au contraste brutal et impitoyable. L'éclairage frontal des flashs au magnésium creusait les ombres sous les yeux et accentuait chaque ride naissante. Les temps de pause prolongés imposaient des expressions figées, ces visages crispés qui semblaient appartenir à des statues de cire. Les studios Harcourt produisaient des portraits dramatiques où les sujets paraissaient systématiquement plus âgés que leur âge réel. Le grain grossier des pellicules ajoutait une texture rugueuse au visage, cette patine photographique qui vieillissait les apparences. Les photomatons des gares SNCF produisaient des clichés sinistres, où même les jeunes gens ressemblaient à des condamnés fatigués. Aucune retouche n'était possible.
Chaque imperfection cutanée apparaissait dans sa vérité crue et impitoyable. Les sourires étaient mal proscrits par convention sociale, ces bouches fermées qui donnaient au visage une gravité excessive. Les vêtements sombres absorbaient la lumière et alourdissaient les silhouettes dans ces compositions photographiques austères. Nous jugeons ces images avec nos yeux modernes, habitués aux filtres Instagram qui lissent et rajeunissent instantanément. Reconnaissez-vous certaines de ces réalités dans les albums photos de votre propre famille? Partagez dans les commentaires vos souvenirs de cette époque où nos aînés semblaient si différents de nous. Laissez un pouce bleu si ce voyage dans le temps vous a ému ou surpris. Abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les mystères fascinants de la France d'autrefois.